Je commence ce deuxième volet de la série sur les noms et les classifications des cardiopathies congénitales par une citation qui concerne la pataphysique. La pataphysique, cette science des solutions imaginaires qui est en décalage avec la vision traditionnelle et qui avait comme objet de faire le pied de nez à la métaphysique qui faisait suite à la physique. Et cette citation est: la pataphysique se transformera en science des solutions inimaginables. C'est pas facile de ne pas être ostentatoire quand on fait ce type d'exercice, mais je voulais essayer d'approcher ce sujet autrement que comme on peut le faire dans des cours ou dans des livres classiques. Mais il est tout à fait possible de penser la même chose que les deux personnages de ce petit gif. Avant de continuer, je voudrais dire le mot extraordinaire que le professeur Bob Anderson a créé pour désigner les communications interventriculaires en anglais, c'est-à-dire pour remplacer le terme ventricular septal defect. Eh bien, ce mot, c'est trou. Tout ça pour ça. Eh oui, eh bien, tout ça pour ça, mais il y a tout de même de la ressemblance, de la similitude, des analogies entre un trou entre les ventricules et un trou dans le mur entre deux pièces. Et donc c'est ces termes-là que je vais discuter pour aller ensuite vers les classifications. Quand on regarde un dictionnaire des synonymes pour similitude, on trouve les mots ressemblance, analogie, concordance et parenté. Deux choses similaires seraient donc deux choses qui se ressemblent, c'est-à-dire qui seraient en conformité relative entre une représentation et son modèle. L'analogie, c'est un point commun à des choses et qui crée leur ressemblance. Donc on peut imaginer que c'est le tout et parfois la partie d'un tout. La concordance, c'est un rapport de conformité entre deux ou plusieurs choses. Donc on s'éloigne ici et on voit que on est déjà dans une discussion de spectre. Et la parenté, c'est un point commun entre des choses ou bien un ensemble cohérent de relations existant entre les parents d'une même famille et d'un même groupe, et éventuellement on s'éloigne de la ressemblance, c'est-à-dire qu'on partage des choses qui peuvent être peut-être visibles et d'autres moins. Et avant de définir quelles sont les relations de parenté, la concordance, l'analogie, la ressemblance ou le degré de similitude entre les malformations cardiaques, eh bien on se rend compte qu'il va falloir justement les grouper en fonction de ces différentes caractéristiques et peut-être établir entre elles des liens de parenté dont on verra s'ils sont liés à la génétique, à des notions autongéniques ou des notions purement de forme, de géométrie, je dirais de notions spatiales, ou éventuellement des notions peut-être un petit peu plus abstraites, comme celle de modification des formes du cœur normal, ou des cœurs qui n'existent pas, sur lesquels nous reviendrons dans un des chapitres finaux. Voilà, un petit troupeau de chevaux de Przewalski. Ils se ressemblent, ils sont similaires. Il y a un certain nombre de concordances et d'analogies entre eux, et il est tout à fait probable qu'ils aient un lien de parenté. Cependant, ils sont tous différents, mais nous pouvons les compter, car on reconnaît dans chaque individu le fait que c'est un cheval. Cette notion qui est très ancienne, c'est de la notion qu'on a une idée générale des choses et qu'en ayant une idée générale des choses, eh bien celles-ci nous deviennent accessibles. Et qu'en l'absence d'idée générale des choses, eh bien elles ne seraient pas accessibles et on ne pourrait pas les compter, on ne pourrait pas les dénombrer. On compte donc des chevaux qui sont, comme sur cette image, totalement différents les uns des autres. Leurs robes n'ont absolument rien à voir, leur posture non plus. Et rien n'est identique d'un cheval à l'autre sur cette peinture. Mais nous pouvons à nouveau les compter, car on voit l'idée du cheval en eux, comme le suggérait Platon, et c'est pour cela qu'on peut les nommer cheval. En l'absence d'idée générale de ce que c'est qu'un cheval, on ne peut nommer les choses.
Et effectivement, j'ai mis cette image en ombre chinoise pour montrer à nouveau que vous voyez bien des chevaux dans des postures et des formes différentes. Cette fois-ci, il n'y a plus de couleurs, ils sont tous noirs. Et donc vous détectez tout de même de l'identique dans la diversité des formes et des postures. Et vous faites donc un pas en avant vers le monde de l'idée, ou le monde des idées, car vous reconnaissez sous la forme le cheval, et vous pouvez donc grouper chacune de ces formes dans le groupe cheval. À nouveau, pour appuyer sur cet exemple qui va être très important dans le domaine des cardiopathies congénitales, à gauche un cheval de trait, à droite un pur sang, plutôt cheval de course. Cependant, ce sont tous les deux des chevaux. Et donc on leur donne des adjectifs, on leur donne des descriptions supplémentaires pour pouvoir les distinguer, mais ils appartiennent bien au groupe cheval. Pour terminer sur cette idée du cheval, vous voyez ici différentes espèces d'ânes, de zèbres, de mulets ou de chevaux. Et vous avez également l'idée d'une similitude, d'une ressemblance ou d'une parenté, en tout cas, entre ces différents individus. Et donc, ce sera l'idée de phylum ou d'arbre phylogénétique, peut-être d'ancêtres communs, que nous pourrons également développer dans le domaine des malformations cardiaques congénitales. Ce que je vais essayer de faire dans la suite de ces conversations avec vous, c'est un peu de taxonomie ou taxinomie des cardiopathies congénitales. Et celle-ci est une branche des sciences naturelles ou de la biologie qui a pour objet de décrire la diversité des organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons, afin de les identifier, les décrire, les nommer et les classer, ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans le domaine des malformations cardiaques congénitales. Et la taxonomie est une sous-branche de la systématique qui, elle, a pour objet d'abord de dénombrer et de définir les liens de parenté entre les différents organismes vivants, puis de les classer en catégories hiérarchisées, et c'est tout le système des espèces, des genres, des familles et des ordres que vous connaissez sur ces grandes affiches que nous avions dans nos salles de classe qui montraient le domaine du vivant. Commençons par la tétralogie de Fallot et ses variants. Et effectivement, en anglais, on dit tétralogie de Fallot avec sténose pulmonaire pour l'image de gauche, tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire pour l'image du milieu, et tétralogie de Fallot avec des valves pulmonaires absentes pour le variant de droite. Ce qui les distingue, c'est essentiellement l'anatomie et la fonction de la valve pulmonaire. Rétrécie, dysplasique pour la tétralogie de Fallot classique à gauche, fermée pour la forme du milieu, absente ou sous la forme d'un reliquat pour la génésie des valves pulmonaires avec CIV ou tétralogie de Fallot avec absent pulmonary valve. Mais si on zoome sur leur similitude, ce que j'ai fait en bas, on voit que toutes ces cardiopathies sont liées au moins en partie à une anomalie d'acceptation avec un déplacement antérieur du septum conal. Visuellement, en dehors de petites variantes colorimétriques, les images du bas sont très similaires, elles se ressemblent beaucoup. Le vocabulaire anglo-saxon les classe dans le même groupe, celui des tétralogies de Fallot, avec des variations. Leur point commun est cette bascule antérieure du septum conal. Mais si on se concentre uniquement sur ce point morphologique, on est totalement contemplatif, ou on va dire d'une certaine façon métaphysique. Si on regarde les choses de façon physiologique, avec une vision positiviste de la classification des malformations, ces malformations n'ont rien à voir les unes avec les autres. La tétralogie de Fallot va être un shunt droite-gauche dans ses formes les plus sérieuses. L'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire va fonctionner comme une cardiopathie à sang mélangé, et la symptomatologie de la génésie des valves pulmonaires avec CIV va être essentiellement liée à la fois à la physiologie du shunt, qui est variable, mais aussi à la relation des artères pulmonaires dilatées et expansives avec l'arbre trachéobronchique. Nous verrons qu'il ne s'agit pas de la seule difficulté entre morphologistes et physiologistes, puisque
les notions de génétique moléculaire qui vont devenir importantes dans la suite de mon propos, vont rendre les choses encore plus complexes puisqu'il va y avoir l'idée que ces malformations éventuellement partagent les mêmes origines moléculaires. Et donc, il va falloir concilier ou éventuellement garder séparées dans les classifications les idées à la fois morphologiques, les idées physiologiques et éventuellement les origines moléculaires des malformations cardiaques congénitales. Cette image d'une communication interventriculaire, également de la voie d'éjection, avec cette fois-ci une bascule antérieure du septum conal qui va être responsable d'obstacles sous-aortiques, d'une anomalie de développement de l'aorte et qui est souvent associée à une interruption de la crosse aortique après le départ de la carotide primitive gauche, pour montrer que, intuitivement, on peut penser que cette malformation appartient au même groupe que celui de la tétralogie de Fallot, dont elle serait une sorte de miroir de l'autre côté de l'anomalie de développement du septum conal. C'est une idée assez récente, c'est une idée qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la physiologie, qui peut être également discutable sur le plan morphologique, de regrouper dans la même catégorie des malformations physiologiquement différentes, n'ayant aucune conséquence morphogénétique au-delà qui soit identique, par le simple fait qu'on peut y trouver une sorte d'analogie, soit embryologique, soit d'analogie de forme, ou dans le domaine mathématique. Nous y reviendrons un petit peu plus tard sur cette idée de, on va dire, physicaliste ou mathématique dans le domaine des malformations cardiaques. Et je vais citer Darcy Thompson, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, quand il parle de la comparaison des formes apparentées. Il dit « Nous nous limiterons strictement au cas où la transformation nécessaire à la comparaison de deux ou plusieurs formes est de nature simple et où le système de coordonnées d'origine aussi bien que le système transformé sont harmonieux et pourvus d'une certaine symétrie. Si en effet par le biais des mathématiques ou de toute autre méthode nous tentions de comparer des organismes n'ayant que de très lointains rapports dans la nature aussi bien que dans la classification zoologique, nous nous exposerions à juste titre à une inévitable confusion. » On voit bien ici qu'une tétralogie de Fallot avec une bascule antérieure du septum conal ou une interruption de la crosse aortique avec une bascule postérieure du septum conal ont entre elles une certaine harmonie qui nous permet possiblement de les classer dans le même groupe, ce que conforte les diagnostics moléculaires d'association avec les mêmes mutations qui sont faites dans ces deux groupes. Et nous expliquerons un petit peu plus loin, nous tenterons d'expliquer pourquoi on peut avoir pour une même anomalie génétique des anomalies morphologiques différentes. Continuons avec les ventricules droits à double issue. Un certain nombre d'entre eux ressemblent à des tétralogies de Fallot. Certes, il y a de façon constante un conus sous-aortique et un conus sous-pulmonaire, ce qui n'est pas totalement constant dans la tétralogie de Fallot, où habituellement il n'y a pas de conus sous-aortique, bien que certaines tétralogies de Fallot puissent avoir des discontinuités mitro-aortiques. Et la définition du ventricule droit à double issue est toujours un sujet de polémique, puisque certains disent que la définition est claire, c'est les deux vaisseaux qui sortent au-dessus du ventricule droit, ou de façon prédominante au-dessus du ventricule droit. Donc si vous trouvez le terme prédominant clair, eh bien je serais heureux d'en être informé. Pour moi, il est flou, mais en tout cas, il a le mérite de donner une idée de ce qui se passe. Et cette idée adjointe avec celle que la porte de sortie du ventricule gauche est la communication interventriculaire, et uniquement la communication interventriculaire, peut être intéressante, mais dans d'autres définitions, on dit qu'un des deux vaisseaux chevauche au moins de 50% vers le ventricule droit la communication interventriculaire. Bon, tout ceci n'est pas d'une grande clarté, mais on peut tout de même conserver l'idée que certains ventricules droits à double issue ressemblent à des tétralogies de Fallot et pourraient y être
assimilé. Mais la limite entre un ventricule droit à double issue et une tétralogie de Fallot est difficile à donner, et je vais dans la plaque suivante discuter pourquoi avec la notion du tas de sable. La question posée est donc: quand une tétralogie de Fallot devient-elle un ventricule droit à double issue? Pour cela, on va utiliser le paradoxe du tas de sable. Un grain isolé ne constitue pas un tas de sable. Si j'ajoute un grain, ça ne fait toujours pas d'un non-tas un tas. On en déduit que l'on ne peut constituer un tas de sable en accumulant les grains de sable. Ce qui est assez ridicule comme assertion, en tout cas paradoxal. Pour s'en convaincre, il suffit de raisonner par l'absurde. On obtient donc une contradiction par récurrence. Il existe un nombre n tel que n grains ne forment pas un tas, alors que n plus un grain forme un tas. Et donc, à partir de cette affirmation, on postule maintenant qu'un tas reste un tas si on lui enlève un grain, et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains. Donc l'absence de grains de sable constitue un tas de sable. Ces paradoxes sorites reposent sur l'absence de définition quantitative précise de ce qu'est un tas de sable. Ils peuvent se ramener à la question suivante: combien de grains faut-il pour faire un tas de sable? Dans le domaine de l'incardiopathie congénitale, la question serait: combien faut-il de degrés de déplacement antérieur du septum conal ou d'absence d'alignement de la voie d'éjection avec le canal atrioventriculaire au cours du développement pour créer une différence suffisante pour qu'on donne le nom de tétralogie de Fallot ou le nom de ventricule droit à double issue? Pour terminer pour aujourd'hui, on pourrait dire que le nom de ventricule droit à double issue a été donné par laxisme sémantique, mais aussi par impossibilité de modéliser, c'est-à-dire de modéliser mathématiquement, avec une idée quantitative, ce que c'est qu'un ventricule droit. Donc le ventricule droit, c'est une notion qualitative et non pas quantitative, avec les deux vaisseaux naissant de façon prédominante au-dessus du ventricule droit, et où que la principale voie de sortie du ventricule gauche est la communication interventriculaire à hauteur de 50% ou plus. C'est pour cela que dans certaines pratiques, et je dirais dans la pratique médicale ou de la vie quotidienne, il faut parfois préférer le paradigme, c'est-à-dire une sorte de vision des choses, comme nous le voyons dans la première partie de cette conversation. Donc préférer une vision des choses à une définition précise, car le paradigme, cette vision des choses, peut constituer, entre guillemets, une sorte de vérité scientifique plus tangible dans la communauté qui l'utilise, même si cette vérité scientifique est temporaire et sera sujette à controverse ou à contradiction ultérieure par des progrès scientifiques ou conceptuels, et qu'elle peut être éventuellement infléchie pour être modifiée et pour que le paradigme change au sein même de cette communauté au fur et à mesure qu'elle progresse. Une autre façon de voir les choses que je discuterai un petit peu plus loin et qui aura aussi des liens avec une tentative de classification embryologique ou moléculaire ou développementale des malformations cardiaques est celle de la logique floue qui est utilisée depuis les années 70 dans de très nombreux domaines du commerce, du monde industriel, de la décision médicale ou de la physique. À très bientôt.